Débarrassé de ses obligations militaires, John peut se concentrer enfin sur ce qu'il sait faire de mieux. Sa mission divine, gagner de l'argent. La guerre fait exploser la production et il faut de la nourriture pour les soldats, il faut des uniformes, il faut aussi des munitions. Les États du Nord investissent dans les télégraphes, dans les moissonneuses et les machines à coudre, les mines de charbon et surtout dans le train. Le gouvernement octroie des dizaines de concessions aux compagnies ferroviaires pour accélérer le transport du fret. Sans le savoir, il développe l'infrastructure sur laquelle John va construire son empire. En 1862, Clark Gardner Company fait 17 000 $ de bénéfices. John vient encore une fois de tripler ses revenus. L'entreprise déménage dans des locaux plus grands et John réussit à exclure George Gardner de l'entreprise. À partir de là, tout va s'accélérer car un nouveau personnage s'apprête à entrer dans l'arène. Pendant la première moitié du 19e siècle, deux ressources portent l'industrie américaine, le charbon et l'huile de baleine. Le charbon permet de se chauffer, faire tourner les machines à vapeur. L'huile de baleine, elle, sert de lubrifiant et surtout de combustible d'éclairage. Le problème, c'est qu'entre la surpêche et la hausse de la demande, l'huile de baleine coûte de plus en plus cher. Les Américains modestes sont donc contraints de s'éclairer à la bougie, tandis que le budget éclairage des usines explose. Mais il y a une alternative. Cette alternative, c'est le kérosène pétrole. Nous sommes en 1863 et le chimiste Samuel Andrews est persuadé que le kérosène, c'est l'énergie future. Andrews harcèle Clark, l'associé de Rockefeller, pour obtenir de l'argent. Mais Clark refuse. Non seulement ce n'est pas un enthousiaste du kérosène, mais surtout... L'entreprise a très peu de liquidités car John a pris l'habitude de recourir à l'emprunt pour financer la croissance. Entre les loyers, les salaires, les avances, les emprunts et malgré les bénéfices confortables, Clark et Rockefeller n'a que 250 $ de cash. Mais quand Samuel Andrews frappe à la porte de John Rockefeller, ce dernier voit une nouvelle opportunité de s'enrichir. Clark et Rockefeller s'associent à Andrews et au passage font entrer au capital deux nouveaux associés, les deux frères de Clark, James et Richard. Les 5 associés fondent leur première raffinerie, Excelsior Works, dans la banlieue de Cleveland. John a choisi le site car il sait qu'une ligne de chemin de fer va bientôt desservir la zone. C'est donc un excellent emplacement pour faire jouer la concurrence entre les péniches et le train, et bien sûr obtenir le meilleur tarif pour le fret. À cette époque, le raffinage de pétrole, c'est le nouveau Far West. Les aventuriers qui ne cherchent pas des gisements ouvrent des raffineries en espérant faire des profits sans effort. Mais John, lui, fait la chasse au gaspillage. Pour cela, il n'hésite pas à adopter des tactiques contre-intuitives pour l'époque comme l'internalisation des coûts. Excédé par un artisan plombier qui essaye de les escroquer, John ordonne qu'on embauche un plombier en interne. Ce dernier est chargé d'acheter les tuyaux en gros et de les assembler lui-même. Les barils nécessaires au transport du pétrole coûtent trop cher, alors la raffinerie achètera du bois en gros et fabriquera les siens. Mais là où Rockefeller va rouler sur la concurrence, c'est sur la gestion des déchets. À l'époque, sur 100 litres de pétrole raffiné en kérosène, 40 litres sont perdus dans la transformation.